Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à ce premier webinaire GSF. Au sein de R&D, GSF propose depuis plus de 30 ans, GSF propose des expertises à ses clients. Ça a commencé par l'agroalimentaire. Ingénieurs agro, ingénieurs méthode, pharmaciens, biologistes accompagnent l'encadrement de GSF et délivrent toute leur expertise, leur savoir-faire chez nos clients. Recherche et développement chez GSF, aujourd'hui, c'est une quinzaine d'experts. 3 d'entre eux, accompagnés par le directeur du service recherche et développement de GSF, Laurent Poilière, vont intervenir pour livrer leurs réflexions. En cette période de forte attente en hygiène et propreté, et bien entendu pour contribuer à la sécurité sanitaire. C'est une première pour le groupe qui en appelle certainement à traiter d'autres thèmes dans l'avenir. Vous êtes très nombreux puisque plus de 220 personnes sont venues nous rejoindre ce matin. Merci encore de votre présence. Je passe immédiatement la parole à notre premier expert, Marie Cheval. Alors Marie, je pense que tu n'avais pas mis ton micro, je n'avais pas de son, alors je ne sais pas si je suis le seul ou pas. Je vais reprendre. Voilà, c'est le direct, donc tu reprends? Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire avec quelques points techniques d'abord. Le webinaire fera l'objet d'un enregistrement et un lien vous sera communiqué par la suite à l'adresse mail d'inscription. Vous ne pouvez pas intervenir oralement, mais vous pouvez poser des questions par écrit dans l'encart sur la droite de votre écran. Nous tâcherons d'y répondre à la fin de chaque partie technique dans la limite du facteur temps. Vous avez également été nombreux à nous poser des questions en amont de l'intervention. Quand cela a été possible, nous avons pris le soin d'intégrer les réponses dans notre présentation. Lorsque cela n'était pas envisageable, nous prendrons le temps dans les jours qui viennent de vous apporter une réponse personnalisée via l'adresse mail d'inscription. Donc bonjour, vous présenter rapidement le groupe GSF, c'est également mettre en lumière les acteurs de la propreté, les hommes, les femmes de terrain qui habituellement travaillent dans l'ombre. Alors GSF est un acteur majeur de la propreté des services. On est présent en France depuis plus de 55 ans. Le groupe emploie près de 34 000 collaborateurs et notre chiffre d'affaires est à peu près d'1 milliard réalisé chez plus de 6 000 clients. Sur la frise du bas, vous avez tous les secteurs où nous sommes présents, tertiaire, industrie, santé, secteur alimentaire, lieux recevant du public, où nous apportons nos services, nos conseils et notre expertise. Précurseur et novateur, GSF l'a toujours été. Ça a été le cas il y a 35 ans avec la création d'un service recherche et développement dont les missions sont aujourd'hui multiples. D'un premier expert agroalimentaire en 1988, nous sommes aujourd'hui 17 ingénieurs, pharmaciens, microbiologistes et on couvre tous les métiers pour accompagner nos clients et les équipes GSF. Alors dans le contexte de la cellule de crise et de la situation de crise actuelle, vous imaginez bien que la cellule Covid du groupe s'est appuyée pour partie sur ces experts. Alors, dans la cellule Covid, et pour vous accompagner dans ce webinaire, aujourd'hui nous sommes 4. Laurent Poilière, pharmacien, directeur du service recherche et développement.
Charles Moulinier, qui est responsable du pôle d'experts santé et pharmacien, Marie Cheval, qui est ingénieure chimiste expert dans le domaine alimentaire, et moi-même, ingénieur et responsable du pôle agro. Alors, ce webinaire est fait pour vous donner notre avis d'expert sur des méthodes, des produits, des matériels. Alors, gardez en mémoire que les besoins sont globaux et les réponses qu'on va apporter ne peuvent être que spécifiques. Alors, pourquoi avons-nous choisi d'intervenir dans ce contexte sur une donnée technique? Tout simplement car, comme tout le monde, on est littéralement abreuvé d'informations depuis la fin de février, d'informations sur le sujet qui disent tout et parfois le contraire. On retrouve des informations suivant plusieurs canaux, les fiches métiers, les foires aux questions, le plan de déconfinement, des communications qui sont scientifiques qui proviennent de l'OMS, du Haut Conseil de la santé publique, des informations qui viennent d'organismes professionnels comme la Fédération des entreprises de propreté, et enfin des informations liées au grand public, de la presse, la télé, les réseaux sociaux. Bref, nous avions besoin d'y voir clair, de vous expliquer notre point de vue, de donner notre avis d'expert, et c'est donc tous les 4 que l'on détaillera pour vous 5 techniques de désinfection. Bonjour à tous. Alors, pour mieux comprendre les moyens de lutte contre un microbe, il faut tout d'abord connaître son ennemi. Ce SARS-CoV-2, dit coronavirus, c'est un nouveau virus, certes, mais la famille des coronavirus, elle est bien connue et ils partagent de nombreuses caractéristiques. Ce sont des virus enveloppés, connus pour être relativement fragiles en milieu extérieur. On sait qu'ils survivraient jusqu'à 5 jours sur certaines surfaces inertes dans le pire des cas, et qu'ils ne peuvent pas s'y multiplier puisque tous les virus en sont incapables. Puisqu'ils sont si sensibles, eh bien la plupart des substances chimiques biocides seront actives sur ce virus. C'est le cas, on a pu le voir, de l'eau de Javel, des ammoniums quaternaires, de l'alcool et d'autres matières actives comme les tensioactifs des détergents qui vont dégrader l'enveloppe du virus et le rendre inactif. Par contre, puisqu'il est nouveau, ce virus, très peu de produits commercialisés mentionnent cette activité sur ce coronavirus. Nous avons pris le parti depuis le début de ne retenir chez nos fournisseurs que des désinfectants qui avaient montré une efficacité virucide selon la norme EN 14476 qui est le standard en milieu médical. On sait que ce virus, il se transmet par voie respiratoire et la contamination, elle va se faire entre 2 personnes. Pour éviter la transmission directe entre 2 personnes, eh bien, c'est la distanciation sociale, la quarantaine pour les malades, plus largement les gestes barrières. Et quand ces gestes barrières ne peuvent pas être respectés, eh bien, le masque trouve alors tout son intérêt. Pour lutter contre la transmission indirecte via les surfaces contaminées, eh bien, on va commencer par faire du préventif. Il faut se laver les mains le plus fréquemment possible. Avec les mains propres, on réduit considérablement le risque de transmission de ce virus et de bien d'autres germes manuportés. Porter des gants, ce n'est pas recommandé car généralement, on se pense protégé et on oublie souvent les gestes barrières fondamentaux. Et enfin, le dernier levier, et c'est le plus important, c'est le nettoyage et la désinfection de ce que l'on appelle les points de contact. À présent, nous allons vous présenter plusieurs techniques de désinfection que nous avons classées selon si elles sont mises en œuvre en présence humaine ou bien hors présence humaine. Ces techniques, elles vont utiliser des produits chimiques, des matériels qui devront répondre à différentes normes. Et c'est Marie qui va tout de suite nous présenter ces normes. Alors, nous allons évoquer 2 normes majeures dans le cadre de la désinfection. Tout d'abord, la norme 14476 qui cible l'activité virucide. Elle s'applique aux produits utilisés dans le domaine médical, aussi bien pour les gels hydroalcooliques que le lavage hygiénique des mains, la désinfection des instruments par immersion, la désinfection des textiles
Et pour le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, la désinfection des surfaces par essuyage ou pulvérisation. Plusieurs souches de virus, parmi les plus difficiles à détruire, sont testées, adénovirus, poliovirus et norovirus, pour atteindre une efficacité de 4 logs. Cette norme permet de façon indirecte de dire que les produits le seront également sur les coronavirus, virus plus fragiles et sensibles. Il est bon de rappeler qu'à ce jour, aucun produit présent sur le marché n'a été directement testé sur le SARS-CoV-2. La norme 72-281, quant à elle, concerne tous les secteurs d'activité et est liée à la désinfection des surfaces par voie aérienne. L'efficacité peut être testée indifféremment sur des bactéries, des moisissures, des spores et aussi sur des virus. La norme valide de façon indissociable un couple produit-matériel. Moins de souches sont proposées, mais une réduction de 4 logs est recherchée, tout comme pour la 14476. Rappelons par ailleurs qu'aucune qualification type certibiocide n'est requise pour réaliser les opérations de désinfection détaillées par la suite. Les types de produits biocides utilisés et leur cadre d'application n'entrent pas dans le périmètre de l'arrêté biocide. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les deux technologies principales utilisables en présence humaine, l'essuyage humide et le dispersat dirigé. La première méthode que nous allons vous présenter consiste en l'essuyage humide des surfaces. Cette technique, c'est ce que l'on peut qualifier de gold standard. C'est véritablement la référence en termes de nettoyage et de bio-nettoyage. En tant que spécialiste de la propreté, nous savons que l'application de cette méthode renforcée sur les points de contact, c'est la clé de la réussite dans la lutte contre les microbes, tous les microbes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un essuyage humide plutôt que d'essuyer à sec? Eh bien tout simplement, c'est pour éviter la remise en suspension des particules et donc du virus. Je rappelle par la même occasion que les particules, celles qui sont visibles à l'œil nu, ne représentent que moins de 1% des particules qui sont réellement présentes dans l'environnement. Et puis bien sûr, le second intérêt, c'est que le support de nettoyage sera imprégné avec un produit désinfectant, voire même un produit détergent désinfectant, de façon à travailler en une seule étape, nettoyage et désinfection. C'est la méthode manuelle que tout le monde emploie à la maison, car elle ne nécessite que très peu de moyens en termes matériels et d'équipements de protection. Et cette méthode sera souvent une étape préalable pour nettoyer les surfaces avant la mise en œuvre éventuelle d'autres techniques de désinfection terminale, dont certaines vont vous être présentées par la suite dans ce webinaire. Concrètement, comment on va mettre en œuvre cet essuyage humide? Plusieurs choix de matériel sont disponibles. D'une part, sur la gauche, des lingettes à usage unique. Alors elles seront soit à imprégner avec le produit désiré, soit déjà pré-imprégnées d'un désinfectant virucide. Alors bien sûr, l'usage unique, c'est très hygiénique, c'est sans entretien, mais par contre, ça ne va pas nettoyer grand-chose. Souvent, ce sont des tissus qui sont très fins, en textile non tissé, qui n'ont que très peu d'action mécanique sur les surfaces. On va mouiller une toute petite surface, généralement pas plus de 1 à 2 mètres carrés, et puis ce tissu, on va le mettre à la poubelle. Et en fonction des surfaces à traiter, eh bien, on va remplir beaucoup de poubelles. De l'autre côté de l'écran, sur la droite, on va retrouver les lavettes, lingettes réutilisables. Elles seront souvent en microfibre, on va les trouver très facilement dans le commerce et chez nos fournisseurs. On va ainsi pouvoir profiter de la conception en microfibre qui va apporter une grande efficacité mécanique de façon à capter et à retenir les particules. On peut également traiter de plus grandes surfaces. Par contre, cette solution de lingette lavable, elle ne peut s'envisager que si on dispose sur le site de moyens d'entretien, c'est-à-dire de lave-linge, pour un entretien qui se fera selon les recommandations à une température de 60 degrés et pour un cycle de 30 minutes au minimum. Alors bien sûr, cette méthode, elle est très simple à mettre en œuvre. Mais pour une mise en œuvre qui sera la plus hygiénique possible, eh bien,
on va devoir respecter certains principes qui sont eux aussi à la portée de tout le monde. Ces lingettes, il y a des techniques pour les plier, pour en potentialiser l'usage de toutes ces faces, le changement régulier et de rigueur, et puis l'interdiction absolue de retremper une lingette sale dans un seau de solution propre, par exemple. Également, dans l'organisation du travail, on pensera toujours à travailler du plus propre vers le plus sale, et en évitant de travailler avec des mouvements de va-et-vient ou des mouvements circulaires qui risquent plutôt d'étaler la saleté plutôt que de la retirer. Nous allons passer maintenant à une deuxième méthode, la deuxième présentée aujourd'hui. Il s'agit cette fois de la désinfection des surfaces par dispersat dirigé. Il s'agit d'une méthode qui était tombée un petit peu aux oubliettes dans le cadre de la désinfection des surfaces, mais qui reste toujours employée dans certains secteurs, certaines activités, comme la désinsectisation, le traitement des végétaux ou bien dans les élevages. La Société d'hygiène française hospitalière limite l'usage de cette méthode à des situations exceptionnelles de type épidémie non maîtrisée. Alors c'est vrai que le contexte actuel peut être assez proche. Par dispersat dirigé, on entend la projection de fines gouttelettes sur des surfaces. C'est ce que l'on peut aussi qualifier de brumisation. J'ai bien dit projection de gouttelettes sur les surfaces, ce qui sous-entend que par cette méthode, nous n'intervenons pas sur l'air ambiant. La méthode, elle va nécessiter un matériel spécifique, mais dans l'ensemble, on peut quand même trouver des solutions peu coûteuses, de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Il est entendu que la projection de gouttelettes de désinfectant sur des surfaces, ça ne nettoie pas les dites surfaces, et par conséquent, pour un résultat qualitatif, il conviendra de toujours réaliser un nettoyage au préalable, et pourquoi pas par la technique d'essuyage humide que j'ai présentée juste avant. Par cette méthode, on élargit un petit peu le champ de la désinfection à d'autres surfaces que les points de contact, comme les murs, les sols, quelques surfaces plus importantes de matériel. Ce sont bien sûr des surfaces qui sont beaucoup moins exposées à la contamination croisée. Pour la mise en œuvre, on va distinguer là aussi deux grandes catégories de matériel. Ces matériels se distinguent par la taille des gouttelettes produites. À gauche de l'écran, vous allez retrouver les pulvérisateurs qui vont produire les plus grosses gouttelettes, au-delà de 40 micromètres généralement, qui vont véritablement mouiller les surfaces. Alors qu'avec des nébuliseurs électriques, sur la droite de l'écran, ceux-ci vont produire de très fines gouttelettes de l'ordre de quelques micromètres et l'ensemble va former un brouillard quasi sec. Cette différence de taille, elle va induire des avantages et des inconvénients pour chacune des méthodes. Il s'agira de les comprendre pour adapter son choix. Parmi les avantages, l'usage d'un pulvérisateur va beaucoup moins exposer l'opérateur aux produits chimiques quels qu'ils soient, puisqu'on va diriger précisément le flux du produit sur les surfaces, et le temps de récupération des locaux, c'est-à-dire pour retourner dans les locaux de façon saine, sera plus court. Alors qu'avec un nébuliseur, la cadence de travail sera par contre beaucoup plus élevée, la diffusion avec les très fines gouttelettes sera beaucoup plus importante, et on pourra atteindre des surfaces inatteignables autrement. La mise en œuvre, pour cette mise en œuvre, on s'assurera surtout de la protection des opérateurs en identifiant les zones en cours de traitement pour que seuls les opérateurs qui sont dûment protégés soient présents. Les produits qu'on va utiliser seront parmi les plus courants, comme les ammoniums quaternaires, qui habituellement ne nécessitent pas d'équipement de protection spécifique, hormis les gants, quand ils sont utilisés pour de l'essuyage humide. Mais par contre, c'est maintenant ce mode de diffusion sous format de gouttelettes par l'air qui va demander des équipements de protection complémentaires liés à cette taille de gouttelette. En pulvérisation, on portera plutôt une surblouse, des lunettes et un masque filtrant de type P2 minimum, alors qu'en nébulisation, la blouse sera remplacée par une combinaison intégrale, les lunettes seront remplacées par un masque complet plus étanche, et la filtration des cartouches sera elle aussi supérieure.
Après l'application du produit, il s'agira de respecter le temps d'action selon le produit retenu. La reprise des locaux, globalement, elle sera rapide. Elle le sera encore plus, vous l'avez compris, avec l'utilisation d'un pulvérisateur, puisque la sédimentation des plus grosses gouttelettes sera beaucoup plus rapide. En revanche, avec ce type de matériel, les pulvérisateurs, les surfaces traitées, elles seront mouillées. Et donc, elles auront généralement besoin d'un séchage final. Et si ce n'est pas pour sécher les surfaces, au moins pour supprimer les traces résiduelles pour un rendu visuel optimal. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions posées sur ces deux techniques pouvant être mises en œuvre en présence humaine, en commençant par celles que vous nous avez posées avant cette intervention. Donc, à la question de savoir quelle est la validité des méthodes de mise en œuvre si les surfaces sont sales, la réponse simple est la suivante: on ne peut désinfecter que ce qui est propre. C'est une règle intangible de l'hygiène. Donc, toutes les techniques que l'on présente et qu'on présente aujourd'hui ne peuvent s'envisager que sur des surfaces qui ont au préalable été nettoyées. Bien, bonjour. Quant à l'essuyage manuel des points de contact, donc c'est forcément envisageable, vous l'avez compris, c'est même recommandé, en utilisant des détergents désinfectants. Ces produits, par la nature même du détergent, avec des présences de tensioactifs, vont avoir une action de dissoudre l'enveloppe lipidique du virus, donc très efficace. Et puis ces tensioactifs qui détergent, ils permettent aussi à la matière active désinfectante d'agir en séchant sur les surfaces. Alors, on parle beaucoup d'aspiration également, qui n'est pas une méthode de désinfection, on l'entend, mais on voulait vous apporter notre avis d'expert sur cette technique. Donc, tout est dit à peu près dans le document de la Fédération des entreprises de propreté, qui a été aussi repris par le ministère du Travail, c'est-à-dire que voilà, une aspiration, si elle devient indispensable, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, aspirer après une période d'inoccupation des locaux est plutôt recommandé. Par exemple, le lundi matin, avant la reprise de vos occupants. Comme ça, ça permet également moins d'aérosolisation des particules. La notion de délai d'attente est vraiment importante dans cette opération d'aspiration. Le brassage important peut remettre donc en suspension des souillures tombées au sol. Et la notion de filtre est aussi importante. Alors, on parle de filtre EPA à haute efficacité pour les particules de l'air. Il faut savoir que ces filtres ont une capacité de filtration de 0,3 microns, alors que les virus, le coronavirus a une taille entre 0,1, 0,06 et 0,22 microns. Donc, c'est pas suffisamment efficace, mais ça l'est quand même par rapport à un aspirateur conventionnel. On pourrait imaginer une filtration encore plus importante avec des filtres ULPA, Ultra Low Efficiency Particulates. Le problème de ces filtres, c'est que le colmatage va être très rapide, puisqu'on a affaire à des moquettes bien souvent, et le colmatage du filtre va plus laisser passer l'air et on ne va pas avoir d'aspiration. Alors, nous allons continuer avec les questions que vous venez de nous poser. Alors, on a eu un petit problème de son, je pense, encore une fois, Marie. Malheureusement, tu as été coupée. Je pense que tu as posé la première question qui était l'alcool, quand on l'utilise, à quel degré il est actif. Donc, voilà. En effet, l'alcool, lorsqu'il est utilisé seul, et ça sera notamment ce qu'on va retrouver dans des lingettes pré-imprégnées, par exemple, l'alcool, on sait qu'il est actif à partir de 70%. Bien sûr, quand il est mélangé à d'autres biocides, le degré d'alcool peut être inférieur. Donc, on avait Vas-y. Je t'en prie. La deuxième question, c'était est-ce que le dispersat à grosses gouttes, est-ce qu'il ne serait pas préférable de le faire sur le chiffon, sur la lingette, plutôt que directement sur les surfaces? Alors en effet, on peut tout à fait pulvériser directement le produit sur la lingette. Ça fait quand même toutefois partie des méthodes qu'on
qu'on évite de pulvériser sur les lingettes, puisque nos opérateurs ne sont souvent pas équipés des EPI nécessaires pour cette pulvérisation, c'est-à-dire lunettes masques. Quand on utilise plutôt l'essuyage humide, on préfère que notre lingette soit imprégnée dans le seau pour éviter la génération de l'aérosolisation de produits qui risquerait de mettre un opérateur en danger sans port des EPI préconisés. On nous demande également dans quel cas il est préférable d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Eh bien ça, il n'y a pas de réponse miracle, ou plutôt on n'a que des cas particuliers. Là, il faut se rapprocher de nous, hein, de vos interlocuteurs GSF habituels qui vous aiguilleront sur l'une ou l'autre technique, retenant quand même que on ne fait pas d'erreur en privilégiant l'essuyage humide des surfaces. C'est vraiment la technique de référence. Les autres, c'est du plus. Ou quand on n'arrive pas à venir à bout d'une contamination forte. Et elles peuvent être appliquées dans tout secteur d'activité. On avait une autre question par rapport à la désinfection des surfaces par voie aérienne, mais on va y répondre par la suite. Donc je vous propose de continuer. S'il nous reste du temps en fin d'intervention, on finira de répondre à toutes les autres questions. Donc, je vous propose de poursuivre avec les technologies mises en œuvre hors présence humaine, avec d'abord une petite introduction sur la DSVA au sens large. La désinfection des surfaces par voie aérienne, DSVA, c'est donc la diffusion dans l'air de gouttelettes qui vont se déposer et agir sur les surfaces. Cette technique permet de diffuser les matières actives partout et en particulier sur les surfaces qui sont difficiles d'accès. Rappelons-le, on ne désinfecte bien que ce qui est propre. Donc le préalable, vous l'aurez compris, c'est de nettoyer. La frise permet de positionner les 3 prochaines techniques que l'on va aborder suivant la taille des particules générées. À gauche, la fumigation avec de très petites particules, très fines, très volatiles, qui sont inférieures au micromètre. La vitesse de sédimentation sera très faible, de l'ordre du centimètre par heure. Donc notre brouillard va descendre très très lentement. En remontant la frise, on passe d'un brouillard sec autour d'1 micromètre à un brouillard humide. Et enfin, quand on arrive à 50-100 micromètres, à une brume qui est beaucoup plus épaisse, les particules grossissent pour arriver, comme le disait Charles, à du dispersat dirigé. À ce stade, on passe à une vitesse de sédimentation qui est de l'ordre du mètre par heure. Donc je vous invite à garder ce tableau en tête lorsque l'on abordera les temps de traitement dans chaque technologie, car la vitesse de sédimentation impacte sur la durée de mise en œuvre de la méthode et bien évidemment de l'immobilisation des locaux. La méthode que je vais détailler ici consiste en l'ultradiffusion ou fumigation. Alors, est-ce que la fumigation ou l'ultradiffusion sont des concepts qui sont différents? Eh bien non, il s'agit tout simplement des mêmes techniques. Le principal distributeur français de fumigènes du secteur agroalimentaire a procédé il y a 5-6 ans à un lifting marketing et commercial de son produit et du concept qui était apparemment avant appelé fumigation. La fumigation, c'est donc bien la dispersion d'une substance active dans un espace clos et étanche. La substance active a comme vocation d'être soit bactéricide, soit fongicide, soit insecticide, et l'objectif est de saturer l'atmosphère d'une quantité définie de matière active. Cette quantité va varier suivant les produits entre 0,5 et 2 grammes par mètre cube. Donc vous voyez qu'on a des quantités relativement faibles. Alors, jusqu'à présent, les matières actives habituellement disponibles dans les fumigènes, à savoir l'acide hydroxyacétique, suffisaient à faire nos traitements choc bactéricides ou fongicides. Donc, ces traitements choc étaient faits en complément des désinfections habituelles.
La crise Covid a entraîné un questionnement différent de nos fournisseurs. On avait besoin, bien évidemment, comme vous le savez, de matières actives virucides. Et dans le cas du fumicrobe, le glutaraldéhyde, cette matière active, est efficace contre les spores fongiques bactériennes, mais également contre les virus enveloppés. Le glutaraldéhyde a été suggéré par l'OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour prévenir la propagation de ces maladies virales. L'orthophénylphénol, quant à lui, n'a pas d'intérêt virucide, c'est uniquement un puissant antifongique. Les produits d'ultradiffusion peuvent être utilisés dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, la santé avec les produits biocides de la famille TP2, les TP3 pour le secteur de l'hygiène vétérinaire et enfin les TP4 destinés à la désinfection en secteur alimentaire. Comme présenté en introduction par Marie, la norme DSVA 72-281 s'applique dans le domaine de la fumigation. Les produits qui sont présents sur le marché répondent à une activité qui est bactéricide, fongicide, à plus de 6-7 logs, c'est-à-dire très supérieure aux attentes de la norme qui sont de 5. Par contre, vous le voyez, les tests de virucidie sont en cours et aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé sur le marché de fumigène homologué en DSVA qui soit virucide. Il y a seulement l'aspect matière active qui permet de supposer que le fumigène est une action virucide. Cette technologie demande à respecter quelques règles et principes de sécurité. Tout d'abord, pas d'hommes, pas de personnel, pas d'animaux, pas d'aliments nus dans les locaux qui seront traités. Les extracteurs d'air doivent être arrêtés. Les bouches calfeutrées pour éviter de diffuser vers d'autres pièces. Et enfin, le plus important, c'est que les détecteurs à incendie doivent être désactivés au niveau de la centrale incendie. Ça, c'est un point qui est à voir avec le PC sécurité et la maintenance sur les locaux. Idéalement, il faudrait couper l'alimentation électrique des machines pour éviter tout départ de feu. Et en fait, vous n'avez plus de détecteurs incendie puisque vous les avez mis hors circuit. Et comme il n'y a pas d'élévation de la température que le diffusat est sec, le sprinklerage n'est pas impacté et ne se déclenchera pas. Donc, si vous devez rentrer dans la salle pour une raison quelconque, il vous faudra, en tant qu'opérateur, porter des EPI et un masque à cartouche adapté. Concernant le bon déroulement du traitement, voici quelques points essentiels. Pour avoir une parfaite diffusion et une activité optimale de traitement, il faut une température qui soit supérieure à 9 degrés et une hygrométrie dans la salle comprise entre 50 et 95%. Comme pour toutes les autres techniques hors présence humaine, il faut mettre en place de la signalétique qui indique durée et heure d'interdiction d'accès à la zone. Ça, c'est d'un point de vue sécuritaire pour tout le monde. Et enfin, le matériel est à positionner sur une surface qui est insensible à la chaleur. Suivant la taille des boîtes, on pourra donc traiter des volumes qui vont de 15 à plus de 2000 m3, voire plus, si vous positionnez plusieurs boîtes dans un environnement. Et pour ces plus grands volumes, on va donc immobiliser la pièce jusqu'à une quinzaine d'heures. Je vous rappelle que la vitesse de sédimentation des fumées est très faible et c'est donc une des raisons qui explique ce temps d'immobilisation. Nous allons maintenant passer à la deuxième technique de DSVA ciblée dans notre session d'aujourd'hui, l'ozone gazeux. Alors, l'ozone est un gaz qui est composé de 3 atomes d'oxygène. C'est un biocide puissant, qu'on dit même communément 50 fois plus efficace que le chlore. L'ozone est un gaz instable qui, une fois généré, se décompose en dioxygène sans autre résidu. Pour le générer, le dioxygène de l'air est capté par le matériel. Ce dioxygène passe au travers de plaques de métal entre lesquelles est appliqué un champ électrique. La différence de potentiel appliqué excite et dissocie l'oxygène qui se recombine alors en ozone O3. L'ozone est cependant nocif pour l'homme, notamment pour les voies respiratoires et les muqueuses.
La fiche toxicologique de l'INRS, numéro 43, fixe d'ailleurs une VLEP, valeur limite d'exposition professionnelle, à 0,1 ppm dans l'air, et une VLCT pour valeur limite de courte durée, c'est-à-dire pour 15 minutes d'exposition, à 0,2 ppm dans l'air. Au-delà de ces seuils, tous les symptômes respiratoires désagréables peuvent survenir, jusqu'à des œdèmes pulmonaires pour des valeurs de 9 ppm par exemple. L'importance des équipements de protection individuelle avec des masques à cartouches filtrantes adaptés au risque ozone et des équipements de protection collective comme les sondes de détection sont alors primordiaux dans la mise en œuvre de cette technique. Parlons maintenant de la nébulisation d'ozone plus spécifiquement. Tout d'abord, un prérequis. Comme pour toute technique de désinfection, on ne désinfecte que ce qui est propre. Et la nébulisation ozone ne déroge pas à ce principe. Ce n'est donc pas un substitut, mais bien un complément à une désinfection classique qui va permettre d'intervenir sur des zones peu ou non accessibles par les méthodes plus classiques. La nébulisation d'ozone consiste, comme pour toute DSVA, à saturer l'air ambiant de molécules d'ozone désinfectantes. Elle permet alors d'atteindre des zones peu accessibles pour les décontaminer. L'un des intérêts majeurs de cette méthode est d'être une technologie verte. Tout d'abord, elle n'utilise pas de désinfectants chimiques ni d'autres consommables. Elle n'utilise pas d'eau lors de sa mise en œuvre, c'est donc une technologie sèche. Mais surtout, du fait de la redécomposition de l'ozone en dioxygène, elle ne laisse pas de résidus sur les surfaces. Aucune opération ultérieure de rinçage ou d'essuyage n'est donc requise, y compris sur les surfaces ou contacts alimentaires, contrairement à la majorité des autres techniques alternatives de désinfection. La question majeure qui vous interpelle et que je vois déjà poindre sur le côté de mon écran, c'est qu'en est-il de la virucidie de l'ozone? Alors la bibliographie, d'origine publique comme privée, se rejoint et indique que la virucidie sur les surfaces est atteinte en quelques minutes de temps de contact, en fonction des conditions et des surfaces bien sûr, dès quelques ppm de concentration dans l'air. L'ozone entre dans le cadre de la directive biocide et est en cours d'étude pour le type de produit 4. Si les résultats de l'étude ne sont pas encore parus, son usage est toléré dans l'attente car les exigences sont en bonne voie d'être respectées. À cette heure, l'ozone gazeux est par contre déjà utilisé dans de nombreux domaines d'activité. Si l'agroalimentaire a été précurseur il y a déjà une dizaine d'années, les secteurs santé et vétérinaire utilisent également la technologie, ainsi que de plus en plus d'activités tertiaires ou de recevant du public. Au total, et près de 1000 machines sont en cours de fabrication à l'échelle mondiale. La question que vous vous posez, c'est aussi est-ce que du matériel ozone normé 72-280 existe sur le marché? Eh bien, à ce jour, il n'existe aucun matériel répondant à cette norme. Des premières validations sont cependant en cours et devraient générer des premiers résultats dans les semaines qui viennent. Comme nous l'avons vu au démarrage de cette partie de l'ozone, c'est un gaz potentiellement dangereux pour l'homme dès de faibles concentrations. Je vous rappelle que nous visons une concentration de 2 ppm dans l'air pour quelques minutes, là où la VLEP est de 0,1 ppm. Il va donc sans dire que ce type d'opération doit être réalisé hors présence humaine, hors présence animale ou végétale et hors présence d'aliments, même si sur ce point, des autorisations en secteur agroalimentaire existent pour l'utiliser comme auxiliaire technologique. Comme pour toute autre mise en œuvre de DSVA, les portes et issues doivent être fermées le plus hermétiquement possible et la ventilation coupée. Pour toute intervention dans la zone traitée, comme pour démarrer ou retirer la machine à la fin du traitement, un masque avec filtre adapté, type NOP3, est nécessaire pour protéger les voies respiratoires de l'intervenant. Une sonde ou un détecteur d'ozone dans l'air est également à prévoir pour intervenir en toute sécurité. Alors concrètement, comment se déroule une nébulisation d'ozone ? Déjà, elle est clairement liée au volume du local à traiter et il est impératif de connaître le volume de chaque pièce afin de programmer l'appareil pour la zone concernée. Chaque machine possède en effet un débit de génération d'ozone qui lui est propre, qui va induire le temps de nébulisation. Les plus petits modèles permettent de traiter jusqu'à 350 m3 et les plus grands jusqu'à près de 5000 voire 7000 m3 en fonction de la topographie des lieux. Alors la situation actuelle d'achat est un petit peu tendue et tous les modèles ne sont actuellement pas forcément accessibles, mais elle devrait se stabiliser dans les semaines qui viennent. La nébulisation ozone n'impose aucune contrainte sur l'hygrométrie ambiante, contrairement à la fumigation,
et elle peut être mise en œuvre pour des températures allant jusqu'à 45 degrés, y compris dans des environnements de production plus froids. L'application à proprement parler est assez simple, puisque c'est la mise en œuvre et le positionnement du générateur d'ozone qui sont les plus techniques. L'intervention humaine est moindre. Une fois la durée du traitement écoulée, les mesures de sécurité mises en œuvre, la nébulisation peut être lancée. L'objectif est d'atteindre 2 ppm d'ozone pendant une durée d'environ 2 heures et l'ozone se redécompose ensuite en dioxygène. C'est le temps d'abaissement de la concentration qu'il faut respecter avant de repasser sous les seuils de sécurité. Certains matériels vont être équipés de destructeurs d'ozone qui vont pouvoir accélérer ce temps d'abaissement. En fonction de la topologie des locaux et du matériel utilisé, l'opération va immobiliser la zone entre une trentaine de minutes pour un local d'environ 75 mètres cubes, soit l'équivalent de 30 mètres carrés en tertiaire, et un appareil avec destructeur d'ozone, et jusqu'à 5 heures, 5 heures et demie pour un local plus grand d'environ 1000 mètres cubes pour un appareil sans destructeur d'ozone. Hormis une ventilation ou aération, aucune opération complémentaire n'est requise, y compris sur les surfaces au contact alimentaire, contrairement aux autres solutions de désinfection. Il faut que je remette le micro. Donc, concernant la nébulisation au peroxyde d'hydrogène, c'est le dernier chapitre et la dernière technique que l'on va traiter. Tout d'abord, un petit rappel, un petit bilan de ce qu'est cette matière active biocide. Alors, il y a quelques remarques, et Charles en a parlé tout à l'heure lorsqu'il parlait d'essuyage humide. On peut imaginer un mélange acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, comme formulation en tant que produit virucide. Alors, l'un et l'autre sont des produits biocides puissants par leur pouvoir oxydant et bien supérieur à celui du chlore. Le premier tableau montre et vous positionne également le pouvoir oxydant de l'ozone qu'a abordé juste avant Marie. Ce pouvoir oxydant confère un spectre d'action très large. C'est le second tableau que vous avez. Et c'est la raison pour laquelle on utilise ces matières actives dans le domaine de la santé et de l'agroalimentaire depuis très longtemps pour lutter contre les micro-organismes les plus résistants. Alors attention à ce qu'on peut aussi trouver dans la littérature, car vous voyez ce qui est extrait d'un document de l'INRS, que le peroxyde d'hydrogène est indiqué comme inefficace sur les virus. Or, on sait très bien que son activité est bel et bien prouvée. Donc, tout n'est pas toujours bien documenté, semble-t-il. Concernant la température, l'efficacité varie suivant la température pour ces deux produits. Et pour vous le prouver, tout simplement, le premier concernant le peroxyde d'hydrogène, la destruction de spores bactériennes est multipliée par 10 lorsqu'on passe d'une température de 20 degrés à 45 degrés. Donc c'est intéressant. Et le deuxième paramètre, c'est l'acide peracétique, où pour une efficacité et une concentration égale, pour une efficacité égale, on a une concentration de produit qui doit être 5 fois supérieure à 15 degrés que ce que l'on a à 35 degrés. Donc, ces produits agissent plutôt sur des températures qui montent autour de 35-45 degrés. Un dernier point à prendre en compte, c'est également que ces matières actives sont sensibles, du moins les oxydants sont sensibles à la présence de matière organique. Donc il ne s'agit pas d'utiliser ces produits directement comme détergent désinfectant, mais comme désinfectant exclusivement. Et donc il faudra, comme on le dit et on le répète, nettoyer. Il y a beaucoup de questions qui tournent aussi autour de ce genre de points-là. Il faudra nettoyer avant de désinfecter. Ces deux matières actives ont l'avantage de générer des produits de décomposition qui sont non dangereux. On peut donc qualifier cette technologie de verte. Et enfin, on a une très bonne compatibilité sur la plupart des matériaux et ça en fait un produit utilisable assez simplement. La DSVA chimique,
dans ce cas de figure, on ne retrouve que des produits TP2 destinés au domaine de la santé ou TP4 du secteur alimentaire. Ces produits sont composés principalement de peroxyde d'hydrogène uniquement, et ils répondent à la norme 72-281, donc norme concernant la désinfection de surface par voie aérienne, avec une efficacité bactéricide, fongicide, sporicide très bonne, mais également virucide. Vous l'aurez compris, on l'avait dit déjà, il faut pour une homologation avoir un couple matériel-produit. Donc on vous présente deux concepts. Le premier, Cleantech, qui homologue son produit selon la norme 72-281 à 1 millilitre par mètre cube. On a donc affaire ici à de la nébulisation sèche. Enfin, alors il y a une petite coquille sur la diapo, il devrait y avoir 3 petites bulles sur la partie basse, je pense qu'il y a une animation. Qui est passé à la trappe. Le second concept, c'est de la nébulisation qui est humide. On a pas 1 millilitre, mais 12 millilitres par mètre cube qui est appliqué. Et donc là, on a je dirais, 12 fois plus de produits qui sont appliqués dans l'air et donc une action qui va être beaucoup plus humide. Ce produit, il est soit utilisé dans un appareil, et dans ces cas-là, on a une homologation couple matériel-produit, soit on utilise un autre produit, un autre nébulisateur lambda, et on pourra seulement dire qu'il y a de fortes chances que le procédé soit efficace, et la validation de la méthode se fera par retour d'expérience. Concernant ces techniques, on est toujours hors présence humaine. Il y a des règles de sécurité qui sont à respecter, hors aliments, hors animaux. Il faut condamner ces pièces-là, donc, pour interdire l'accès. Et si vous devez y rentrer, vous rentrez avec des EPI adaptés. Le local sera rendu étanche, les ventilations à l'arrêt et les bouches d'aération obstruées pour éviter de diffuser le produit par le réseau aérolique. Cette technique est validée à 20 degrés dans des conditions d'hygrométrie qui sont un peu plus supérieures. Ces 20 degrés, ça correspond en fait à des températures de locaux type tertiaire, mais je vous renvoie à l'introduction sur la cinétique d'efficacité du produit du peroxyde d'hydrogène, qui disait que plus on monte en température, plus le produit est efficace ou moins il faut le doser. Donc, on l'utilise effectivement dans ce secteur agroalimentaire, mais on est dans des températures qui sont encore plus basses que ces 20 degrés de consigne. La durée de traitement va varier suivant les volumes jusqu'à 3 heures de condamnation des locaux avant reprise. Et pour synthétiser les 5 méthodes que l'on a vues, qui vous ont été présentées par Charles, Marie et puis par moi-même pour 2 d'entre elles, on est soit hors ou avec présence humaine, soit dans des environnements qui seront plutôt secs ou humides à la fin de la prestation. Donc on a essayé de mettre ça sous forme d'un petit tableau, en reprenant à gauche l'essuyage humide, la pulvérisation dirigée, qui permettent de traiter des surfaces facilement accessibles, basses, directes. On a une surface qui est relativement humide. Et enfin, après, on a une technologie soit de la nébulisation, soit de la fumigation, soit de l'ozone, qui traite principalement des volumes. Et c'est des technologies qui s'apparentent ou qui sont de la DSVA ou qui s'apparentent à la désinfection de surface par voie aérienne. On a là soit en fonction de la technologie des surfaces humides ou sèches à l'issue de la techno. Et enfin, le dernier point, c'est la dernière ligne, c'est la petite fiole permet de présenter si on a affaire à des produits. Et le seul cas où on n'a pas de biocide, mais on n'a pas de chimie, c'est le traitement à l'ozone. L'essuyage des surfaces se fait suivant que l'on soit ou pas au contact des aliments. Donc c'est une réglementation particulière, principalement liée au TP4.
Alors, plusieurs solutions sont possibles pour traiter les ateliers, vous l'aurez compris. Les coûts seront propres à chaque zone à traiter et l'investissement du matériel va être à prendre en compte, ainsi que le prix du produit, la main-d'œuvre, et ça va permettre de déployer différentes solutions les unes après les autres. Alors, nous allons passer à la session de questions, en démarrant par les questions fréquentes qui nous ont été remontées ces dernières semaines avant la présentation et aussi au cours de celle-ci. Donc, pour démarrer, on va partir sur l'aspect désinfection. Alors, désinfecter ou pas désinfecter, c'est une grande question. Tout ce qui vient d'être dit, forcément, reflète évidemment une grosse batterie de techniques de désinfection, mais on peut vous garantir, nous les experts R&D, qu'on ne va pas écraser une mouche avec un marteau. L'objectif, c'est qu'il y a différents cas d'usage en fonction de la typologie des locaux, de l'intégrité même de ces locaux, du personnel qui est présent ou absent, des matières premières qui peuvent y être absentes ou présentes, de leur hygrométrie, etc. Donc il y a des cas d'usage différents, et à ces cas d'usage différents, il faut une réponse adaptée. Donc je rappelle ce qu'est la définition de la désinfection. C'est une opération au résultat momentané, permettant d'éliminer ou de tuer un micro-organisme ou d'inactiver un virus, les virus indésirables, pardon, portés par des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés. Donc le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents. En d'autres termes, s'il n'y a pas de micro-organismes présents, il n'y a pas de réelle volonté de désinfecter. Et rappelons un petit peu les travaux des scientifiques, notamment du Haut Conseil de santé publique, il y a cette notion aussi de règle des 5 jours d'inoccupation de locaux. Donc, au-delà de 5 jours d'inoccupation de locaux, la préconisation du Haut Conseil est plutôt de déterger. Et de toute façon, déterger, il faudra le faire quand même, puisqu'on ne nettoie on ne désinfecte que ce qui est propre. D'autre part, en ce qui concerne la désinfection des sols, on peut toujours évoquer l'aspect, comment dirais-je, de présence de micro-organismes sur les sols, mais sur les sols, ils n'ont plus de dangerosité. Donc, désinfecter des sols n'est pas non plus une obligation. Et enfin, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on a eu tendance ces derniers temps à diaboliser les désinfectants, notamment, et là, évidemment, vous allez peut-être partager ça, quand vous avez vu des images de municipalités qui désinfectent les rues, on peut comprendre que une opération de ce type-là n'a pas un grand intérêt. Pourquoi? Parce que d'abord, on utilise l'acide hypochloreux, et d'autre part, répandre du chlore dans les canalisations de reprise d'eau n'aura qu'un effet pervers pour l'environnement et aura aucun effet sur une zone tellement diluée, l'air est tellement dilué dans une rue que ça n'a aucun intérêt. Donc, mais par contre, désinfecter reste quand même une opération importante et reste une opération de temps en temps et souvent nécessaire. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas efficace, alors pourquoi les établissements sanitaires pratiquent des usages de désinfection depuis plus de 130 ans? On a eu des questions aussi concernant la rémanence, c'est-à-dire la période que nous vivons aujourd'hui est très propice à ce genre de phrase choc. Des solutions de désinfection qui permettent une rémanence pendant 5, 10, voire 30 jours. Donc en fait, ces produits-là sont des désinfectants constitués de molécules déjà connues, qui font partie intégrante des solutions que nous connaissons, et formulés en mélange, tel que le disent les personnes qui préconisent ces dispositifs, en mélange avec des polymères qui peuvent garantir leur application sur les surfaces pendant une période prolongée. Tout ça à des prix plutôt prohibitifs. Donc, en ce qui nous concerne, on pense qu'il est très difficile de croire que ces produits ont vu leur mise au point et leur développement s'accélérer intensément depuis l'épisode Covid-19. Ils existaient probablement déjà, et sans être dupe, si de telles innovations avaient une réelle efficacité, je pense que les secteurs de la santé, de la pharmaceutique, de l'agroalimentaire se le seraient déjà arrachés. Or, il n'en est rien. La seule chose à attendre, c'est un encrassement massif des surfaces avec ces polymères, car ça doit être très filmogène. Et comme on l'a évoqué depuis le début de ce webinaire, c'est qu'on parle de points de contact, des mains répétitifs dans les rames de métro, chez vous-même, sur les bureaux, sur les interrupteurs, etc. Et dans une même journée, évidemment, de façon multiple. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut impérativement une action mécanique d'essuyage
au minimum plusieurs fois par jour. Alors, on nous a aussi demandé qu'en est-il des rayonnements UV? Quelle est votre position par rapport au rayonnement UV? Vous voyez sur cette diapositive les rayons du soleil qui atteignent la face visible de la Terre. Évidemment, la partie dans l'ombre de la Terre, la nuit, les rayonnements UV du soleil ne peuvent pas arriver à cet endroit-là. Donc l'efficacité des UV est limitée à ce qui est optiquement accessible. Donc rien que l'arrière d'une poignée de porte, par exemple, ne sera pas traité si on illumine la poignée face avant. Les procédés de désinfection par UV sont destinés essentiellement à la stérilisation, ça c'est connu depuis de nombreuses années, la stérilisation des dispositifs médicaux qui ne supportent pas la chaleur ou qui ne supportent pas des procédés chimiques lourds. On parle de désinfection des surfaces et les systèmes UV sont le plus souvent des rampes fixes. Par exemple, on va trouver en agroalimentaire des rampes sous lesquelles vont passer des bouchons de bouteilles sur une ligne de conditionnement liquide, par exemple. La difficulté des systèmes qui nous sont proposés aujourd'hui, donc mobiles, provient aussi de la distance, de la dose, et dépend aussi de ce qu'il faut traiter. Il faut être très proche des surfaces, donc dans un même laps de temps, si la lampe n'est pas assez proche de la surface, un bureau pourra peut-être être désinfecté, mais la porte qui est derrière ce bureau ne le sera pas. Donc c'est intéressant, c'est une technologie qui nous intéresse quand même, qu'on va, après l'épisode, qu'on va un petit peu creuser avec l'équipe R&D, mais comme elle est compliquée à mettre en œuvre dans l'instant présent, et donc on va étudier ceci au cas par cas. Alors, les robots, on nous a posé des questions sur les robots de désinfection. Donc, alors là, il ne s'agit pas là d'évoquer des solutions de désinfection, mais des solutions mobiles qui peuvent embarquer des solutions de désinfection, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit quand on parle de robots. Donc, les procédés de désinfection étant quasiment tous embarquables. Dans ces solutions, restent quand même deux problématiques pour pouvoir assurer cette prestation chez nos clients. D'abord, le prix de revient des solutions autonomes, des robots, et puis aussi, comme on le disait pour les UV, les zones non accessibles. Vous voyez sur cette diapositive que le robot va pouvoir peut-être désinfecter une certaine partie du début de l'escalier, mais pas la suite. Et le robot ne pourra pas ouvrir la porte non plus. Donc, on va reprendre quelques questions qui ont également été posées et qui rejoignent celles que vous avez posées en cours de route. Comment procéder pour le nettoyage et la désinfection des entrepôts? Ces entrepôts, c'est des surfaces qui sont suffisamment ouvertes et aérées. Donc, il y a une question aussi, c'est quelle peut avoir l'incidence d'une bonne aération. Donc, l'aération est une nécessité et un des éléments essentiels aussi du traitement contre le coronavirus. Donc, je reviens sur les entrepôts ouverts aérés, il n'y a pas de nécessité de faire des traitements spécifiques particuliers, sauf, et je le reprécise, on insiste là-dessus, sur les points de contact, les locaux de vie des personnels qui y travaillent, donc les sanitaires, les vestiaires, les engins de transport, les cabines des camions éventuellement, et j'exclus tout ce qui est entrepôt frigorifique, qui, eux, sont déjà nettoyés suivant un planning parfaitement défini. Voilà. Il y a une deuxième question qui revenait, c'est quid de la reprise de l'activité au-delà de 5 jours d'inactivité des locaux? Est-ce que je désinfecte ou pas mes locaux? Alors là, je vais citer tout simplement ce que préconise le Haut Conseil de la Santé publique dans l'avis du 29 avril 2020, qui recommande, et j'ouvre les guillemets, aucune mesure spécifique supplémentaire de désinfection n'est nécessaire. Donc, la réponse, elle est simple, elle se suffit à elle-même. Et Marie, je te laisse la parole sur la partie focus sur l'agro. Alors, vous nous avez aussi interpellé plus spécifiquement sur le secteur agroalimentaire et sur les méthodes qui peuvent être mises en œuvre. Il convient de bien distinguer les environnements de production des locaux sociaux. En atelier, le nettoyage et la désinfection sont déjà réalisés au quotidien, l'environnement est maîtrisé et nombreuses solutions chimiques qui sont couramment utilisées. Ces matières actives ont un impact connu sur la destruction du virus, on peut citer le chlore, l'acide peracétique, le peroxyde d'hydrogène et même les tensioactifs.
Côté locaux sociaux, il est là souhaitable de renforcer le nettoyage et la fréquence de nettoyage des points de contact et des opérations choc complémentaires peuvent être réalisées à des fréquences plus espacées par les solutions que nous vous avons présentées, comme par exemple l'ozone ou l'ultradiffusion. Je vous propose de poursuivre avec vos interrogations qui nous sont apparues au fil de la session sur les techniques de désinfection d'ambiance. Ou des questions plus génériques sur la désinfection. On nous demande, par exemple, si on doit retirer tout ce qui est matériel présent dans les locaux pour la désinfection d'ambiance, j'imagine, comme les ordinateurs, etc. Donc non, ce n'est pas nécessaire. On se limite vraiment à retirer les plantes vertes. On avait une question aussi sur le végétal, par sécurité pour éviter en fait qu'elles ne meurent, tout simplement. Il n'y a pas d'autres préconisations sur tout ce qui est ordinateur, matériel, etc. Et si je peux compléter cette réponse, Marie, par la technique de pulvérisation avec la plus grosse taille de gouttelette qui va mouiller les surfaces, on fera par contre attention de ne pas exposer ces matériels sensibles à l'humidité forte au moment de la projection, mais ça, l'opérateur dirigera son jet par lui-même. Mais pas besoin de les retirer de l'environnement. Et je complète sur la désinfection chimique. C'est pareil, là, tout ce qui est matériel sensible sera à retirer et très certainement, on fera dans l'autre sens. On n'appliquera pas cette technologie dans un environnement type bureau qui va être sensible sur des technologies de désinfection de surface par voie aérienne chimique humide. Alors, je reprends la parole. Il y a une question aussi sur l'ozone à queue. Qu'en est-il? Alors, on n'a pas abordé la question. C'est une technologie qui est très maîtrisée, qui est utilisée, l'ozone, et surtout l'ozone à queue, est utilisée depuis plus d'une centaine d'années pour traiter l'eau des réseaux. Par contre, l'instabilité est très forte quand vous mettez l'ozone sous forme à queue. Et donc, aujourd'hui, c'est une technologie qui est très, très difficile à utiliser en nettoyage. Pour le tester depuis plus d'une dizaine d'années ou avoir essayé depuis plus d'une dizaine d'années dans le secteur agroalimentaire, c'est complexe. Alors, deux questions, si je peux me permettre, qui sont likées plusieurs fois. Pour un centre de congrès, quel système est préconisé? Une exposition avec des stands, une salle de spectacle avec des fauteuils, des lieux de passage, etc. Évidemment, dans le contexte où on l'espère tous, ces lieux-là vont pouvoir être réouverts au public, bien évidemment, puisque en absence de public, la réponse a déjà été donnée. Alors, je prends aussi une question qui est la suivante. Quel est le produit le plus efficace pour tuer le virus? Alors, première chose, pour tuer le virus, et deuxièmement, sur les points de contact. Donc, je laisserai Charles compléter sur les points de contact. Alors, pour moi, le plus efficace, il n'y a pas de produit plus efficace qu'un autre. Il faut déjà répondre à la norme 14476 et ensuite, ce que je notais, bien lire la fiche technique et aller chercher le dossier scientifique pour aller regarder comment c'est tourné et sous quelle forme le produit est positionné. Et donc, sur les points de contact, Charles? Exactement. Et puis en plus, sur la partie matière active, ça va dépendre des dosages. On parlait tout à l'heure de la concentration de l'alcool. Quelle est cette concentration pour qu'il soit actif? Je vous ai répondu, quand il est utilisé seul, c'est l'éthanol à au moins 70%. Par contre, quand il est combiné avec d'autres produits biocides, la teneur en alcool, elle n'a plus besoin d'être la même. Donc ça dépendra vraiment du mélange. Il faut se référer à la norme. Pour ce qui est des points de contact, bien entendu, ces produits normés 14476 sont de rigueur. Il n'y en a pas de meilleur par rapport à un autre. On nous posait la question aussi de la durée, la vitesse d'action sur les points de contact. Et aussi, est-ce que, par exemple, si on m'annonce que mon produit est actif en 30 minutes, est-ce qu'il va falloir que j'arrose ma surface et qu'elle reste mouillée pendant 30 minutes pour que mon produit agisse? C'est partiellement vrai, mais aussi partiellement faux. Si on sélectionne des produits dont les principes actifs ne sont pas volatiles comme de l'alcool, les ammonium quaternaires, par exemple, ce sont des molécules qui vont rester sur les surfaces,
même bien après le séchage de la partie de la phase aqueuse, et que l'activité sera maintenue quand même durant quelques minutes. On n'a pas besoin d'inonder les surfaces. Concernant Pardon. On nous interpelle également sur l'altération des matériaux liés à l'ozone. Donc aujourd'hui, dans les concentrations et dans les conditions dans lesquelles on vous l'a présenté, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est lié au caoutchouc naturel, donc typiquement les petits élastiques de bureau. C'est le seul matériau qui peut être altéré dans les conditions qu'on vous a présentées par l'ozone. Une question qui a été likée aussi plusieurs fois et que beaucoup de nos clients nous posent également, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition de votre personnel si on souhaite réaliser un peu de nettoyage sur le poste de travail, en plus de la prestation de ménage effectuée par une société externe ou par votre équipe interne de nettoyage. Alors là, quels sont les produits à mettre à disposition? Ça sera surtout sous format généralement de lingettes. Alors on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est lingette usage unique, consommable à usage unique, comme l'ont été les masques depuis le début du confinement, c'est une denrée rare. Donc on essaye d'apporter des solutions, ça peut être de l'essuie-main simplement à usage unique pour faire un complément d'essuyage de son clavier, de son poste de travail, avec un des nombreux produits qu'on a pu citer depuis le début de la présentation. Sans oublier, si je peux me permettre, de renforcer évidemment sur le poste de travail la distanciation, le lavage fréquent des mains, et bien entendu éviter et tous les gestes barrières qui sont préconisés aujourd'hui et que nous connaissons tous depuis plus de 50 jours, c'est une première réponse. Et évidemment, ce que a dit, le complément de Charles peut être rassurant pour l'occupant du bureau. Je réponds quand même à la question pour le centre de congrès que j'ai posée parce que je n'y ai pas répondu. Nous n'y avons pas répondu, pardon. Alors, pour un centre de congrès qui accueille du public, une exposition, une salle de spectacle, la meilleure opération à réaliser, c'est donc essentiellement en présence humaine, donc de l'essuyage humide, des points de contact répétés dans la journée, avec une mise à disposition également sur tous les stands, par exemple, de gel hydroalcoolique pour les visiteurs et de masques également. Donc, et en ce qui concerne les lieux de passage, les couloirs, etc., une détergence à l'autolaveuse, là aussi, de façon répétée, en fonction du niveau de salissure, bien entendu, de la journée. Voilà un petit peu ce qui peut être préconisé. Si quelqu'un d'entre nous veut rajouter quelque chose à cette question. Non, et je peux compléter parce que souvent dans ces centres de congrès, on trouve beaucoup de surfaces de sol recouvertes de moquettes, et ça rejoindra une des questions qui avait été posée également, comment est-ce qu'on peut désinfecter la moquette? Moquette égale sol, qu'il soit un sol dur, un sol en textile, on le répète, l'intérêt de désinfecter un sol est plus que limité. Sachez que dans les hôpitaux, ça fait déjà des dizaines d'années que la désinfection des sols a été complètement abandonnée, hormis des cas très particuliers. Donc, s'il vous plaît, essayez de privilégier ce point de vue et d'arrêter de vouloir désinfecter les sols, quels qu'ils soient, à tout prix. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le coronavirus et ses autres germes aéroportés ne se transmettent pas comme ça. Il y a également une question concernant la DSVA au sens large et la formation des salariés qui utilisent le matériel. On a vu qu'effectivement, il y avait des consignes particulières à respecter sur la sécurité, sur le comportement, sur les EPI apportés. Donc la question c'est, est-ce que c'est du ressort des fournisseurs ou du prestataire? Dans notre cas de figure, on forme bien évidemment nos salariés à ces techniques et on s'est appuyé, on a monté sur certaines technologies des supports avec nos fournisseurs pour pouvoir expliquer comment se comporter, comment mettre en place ces technologies, en particulier je pense à l'ozone, tout récemment. Une question. Pardon, Marie. Donc, on avait une question sur la détermination du temps avant reprise de l'activité dans la zone suite à nébulisation. Donc, en ce qui concerne l'ozone, par exemple, on a le temps de contact, le temps d'abaissement.
On va valider le fait de pouvoir rentrer dans la zone sans EPI par la sonde de détection d'ozone qui va nous permettre de vérifier qu'on est sous la VLEP. Et c'est ce qui va nous permettre de déclencher la reprise d'activité dans la zone. Alors, je complète par rapport à toutes les autres techniques qui sont normées 72-281. Là, c'est les tests qui ont apporté des informations stipulant le temps de contact nécessaire pour que la technologie soit efficace. Donc, ce n'est pas nous qui avons imaginé un temps, c'est le produit, le couple matériel-produit, comme je le disais, qui apporte une réponse à cette question. On a une question aussi concernant la vapeur. On a une question qui est complète, que je recherche. Voilà, nettoyage vapeur ou utilisation de produits enzymatiques sont-ils applicables dans le cadre du Covid-19? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, sur la partie vapeur, oui, on sait que la vapeur a deux excellentes actions. D'une part, une détergence forte, et lorsque le nettoyeur vapeur est correctement utilisé, et puis surtout qu'on n'utilise pas le nettoyeur vapeur Karcher de la maison, donc c'est-à-dire une machine qui est normalisée, et là aussi il y a une norme qui s'appelle la NFT 72110 qui permet d'attester ou pas la validité du procédé tant en virucidie que contre d'autres microbes. En l'occurrence, cette norme, elle vient valider une réduction d'au moins 4 logs, donc c'est ce qui est généralement attendu en termes de virucidie, sur des micro-organismes très résistants, les norovirus et les adénovirus, beaucoup plus résistants que le coronavirus. Donc toujours pareil, par extension, on part du principe que si la machine est normée 72-110, elle sera, si elle est mise en œuvre correctement, efficace sur le coronavirus. Alors pour compléter, puisqu'il y avait une deuxième question, un deuxième petit morceau, c'était les produits enzymatiques. Les produits enzymatiques, ce sont des tensioactifs, des formulations qui sont souvent très tensioactivées. Et comme l'a dit Charles dans son introduction, sur les matières actives et les produits utilisables pour éliminer le coronavirus et détruire les coronavirus, ce sont des tensioactifs. Donc la réponse, c'est qu'on peut utiliser ces produits et on a une détergence qui peut être faite avec les produits enzymatiques. Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Que peut-on préconiser pour, toujours dans la même, je pense que l'auditeur est le même, dans le cadre des lieux qui reçoivent du public, qu'est-ce qu'on peut préconiser sur les fauteuils en tissu? Quel type de désinfection serait adapté? Alors les tissus, autres que la moquette au sol, là c'est sûr c'est un petit peu plus glissant comme sujet. On pense par exemple à des tissus de fauteuils de salle d'attente, de salle de réunion, pourquoi pas de transport en commun aussi, dans les bus ou métro. On retrouve souvent ce genre de textile. Là bien sûr l'essuyage humide avec une lingette, on peut oublier, ça ne va pas fonctionner. Les techniques utilisables, là, ça serait plutôt de type pulvérisation, de type DSBA également, ultradiffusion aussi. Très bien. A-t-on fait le tour, Marie, globalement des questions? Alors, les questions génériques et qui revenaient, je pense qu'on y a toutes répondu. Je rebalayais ça rapidement. Ce qu'on vous propose, on en a pris note. En tout cas, on répondra aux questions qui nous ont été posées, auxquelles on n'a pas pu répondre au cours de la présentation. On vous fera des réponses personnalisées à l'issue. Nous allons conclure la séance de questions et terminer ce webinaire sur les thématiques de méthodes alternatives de désinfection, des points de contact et de désinfection d'ambiance. Nous espérons avoir pu vous éclairer sur le sujet et avoir répondu à toutes vos interrogations. Il faut savoir que ce matin, vous étiez plus de 250 à suivre cette intervention et on vous en remercie tous.
Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir le lien de l'enregistrement de la session sur votre adresse mail d'inscription directement. Et d'ici là, n'oubliez pas que si les besoins sont génériques, les réponses se doivent vraiment d'être spécifiques. Je pense que vous l'avez cerné. Merci encore à tous de votre attention et de votre participation active et à bientôt.